Ciao à tutti, salut à tous et bienvenue, bon retour sur le canal de Cédric en ce dimanche 25 mai 2025. Le championnat de Serie A est terminé pour l'Inter. Il se terminera pour la plupart des autres équipes. 6 matchs ce soir. Je ferai le bilan de ce championnat, notamment d'un point de vue de l'Inter plus tard, et je ferai le bilan de la saison en général en juin. Il y a déjà eu l'occasion, notamment lors de la dernière vidéo, mais aussi lors du live de Canal Inter, Jeudi Inter, bien de parler de la situation de l'Inter, du Scudetto, de tout ça. Ça n'a rien changé. Bien sûr, comme prévu ce vendredi, et le Napoli donc est champion. Et avant toute chose, et bien sûr, il y a le devoir de féliciter le Napoli qui a fait un championnat sérieux, solide, et qui, avec 82 points, donc, eh bien, a réussi à remporter ce Scudetto 2025. Moi, aujourd'hui, j'avais envie bien, de m'intéresser à un petit point. Je l'appelle l'aperitivo nell'azzurro tattico. Un petit aperitivo donc sur l'Inter d'un point de vue tactique. Pourquoi? Parce que lors de ces derniers matchs que l'on a vus de l'Inter, et notamment les 2 derniers déplacements, aussi bien à Turin qu'à Comme, il y a une nouveauté tactique au niveau de l'Inter de Simone Inzaghi, dictée en partie par la nécessité de faire tourner, de faire souffler les habituels titulaires qui, on l'a vu, cette saison termine très clairement la saison fatiguée. Là-dessus, il n'y a pas de doute, et érincé par le parcours, la campagne avec les champions, les matchs contre le Bayern et contre Barcelone avec une intensité folle. On finit en quelque sorte de vider le réservoir de joueurs qui déjà étaient pas mal fatigués. Donc, il y a eu pas mal de changements lors de ces matchs-là. Et du coup, on a vu au niveau de l'Inter arriver du classique 3-5-2. Vous le connaissez à mémoire, c'est l'équipe qui jouera logiquement contre l'Inter, contre le PSG, samedi 31 mai en finale de Ligue des Champions, ce 3-5-2 classique. Le seul doute pour la finale, c'est Benjamin Pavard qui n'a pas joué depuis fin avril et sa blessure. Donc, à voir sa blessure contre la Roma, vous vous en souvenez sûrement au début du match de championnat, à voir si Benjamin Pavard sera apte à jouer, ou bien si ce sera Bissek, ou une surprise, pourquoi pas De Vrij ou Darmian, qui ont aussi la capacité de jouer dans ce rôle de Bacetto droit. Mais pour le reste, c'est l'équipe classique en 3-5-2. Lors du match contre le Torino et du match contre Com, il y a eu un 3-4-2-1. Alors, ce n'est pas le 3-4-2-1 que vous voyez là, parce que c'était un 3-4-2 avec pas mal de changements. Au milieu de terrain, c'était Aslani une fois avec Zelinski et une fois avec Chanoglu, par exemple. À gauche, c'était une fois Carlos Augusto, une fois Di Marco, et surtout devant, c'était Taremi en pointe et Correa à droite du triangle offensif. Mais je voulais m'intéresser, bien sûr, cette vidéo à l'effet Zaleski, puisque Zaleski est le seul joueur qui est arrivé en janvier lors du mercato. On aurait pu espérer notamment un avant-centre pour régler bien les problèmes derrière le duo Lautaro-Thuram. Mais bon, il a fallu se contenter du côté de Simone Inzaghi et son staff de Nicolas Zaleski. Inzaghi qui tout de suite l'a intégré, vous vous en souvenez, 24 heures après, même pas 24 heures après son arrivée à l'Inter et sa signature, il est entré lors du derby contre l'AC Milan et a délivré la passe décisive pour De Vrij pour le but du 1 partout en montrant de la personnalité dès les premières minutes. Et c'est une chose que l'on peut noter sur Nicolas Zaleski très clairement depuis son arrivée lors de ces 5 mois, c'est qu'il a affiché effectivement de la personnalité. Il a eu peu de temps de jeu parce qu'il a eu 4 titularisations cette saison. Donc effectivement, c'est peu. Une fois en piston droit, une fois en piston gauche, et lors des 2 derniers matchs, donc dans ce rôle, c'est un rôle assez hybride en fait. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est entre le rôle de trequartista, dans lequel, il faut le rappeler, il a été formé en grande partie dans sa jeunesse, le rôle un petit peu d'ailier, dans lequel aussi il a été formé dans sa jeunesse, mais aussi un rôle un petit peu de mezzala, puisqu'il revient dans ce rôle-là d'un point de vue défensif. Et d'ailleurs, cette vidéo se concentrera sur le côté offensif de ce changement de schéma et de cette évolution, en tout cas du 3-5-2 en 3-4-2-1, puisque c'est, voilà, le 3-5-2 de Simone Inzaghi, de toute façon, n'est pas rigide. En italien, on l'appelle liquido, dans le sens où liquide, donc vous savez, ça bouge au niveau des interprètes, les joueurs qui changent de rôle, les dépassements de fonction, Bastoni qui va monter et la défense passe à 4. Enfin, il y a plein de choses que l'on a évoquées par le passé. Donc, en fait, le changement de position de Zaleski à la place d'Henrik Mkhitaryan, puisque c'est ça, en fait, la clé, il remplace numériquement Henrik Mkhitaryan, mais il ne le remplace pas au niveau de son rôle. Ce n'est pas Zaleski, je ne le vois pas comme un poste Mkhitaryan. Si Mkhitaryan devait
allait prendre sa retraite à l'issue de cette saison ou partir en tout cas à l'issue de cette saison. Il a encore un an de contrat, mais avec le club, ils parleront à la fin de la saison pour savoir si exercer cette année ou si se séparer. Mais je ne le vois pas comme on a les Mkhitaryan, on met Zaleski 3-5-2, c'est fini, puisque ce sont deux joueurs différents. Henrikh Mkhitaryan a une qualité au niveau d'une intelligence tactique. C'est un vrai joueur, c'est avec un QI foot, un vrai cerveau qui sait compenser, qui fait un gros travail défensif, qui ferme les espaces, qui même s'il a de l'âge, que physiquement parfois ça bloque un peu, c'est encore un joueur qui équilibre l'équipe. Nicolas Zaleski, lui, n'équilibre pas l'équipe. Parfois, j'ai envie de dire, il a déséquilibre et c'est très, très bien. Je le dis positivement, puisque c'est justement ce facteur un petit peu d'incertitude qu'il apporte et qui crée tous ces problèmes aux adversaires. Et on va donc s'intéresser à cette partie offensive de lorsque l'Inter, notamment, a le ballon, a laissé partie avec quelques images. Donc, et on commence justement le match contre Com avec 36e minute. Regardez bien le chrono en haut à gauche. 36 minutes et 28 secondes. Il reçoit le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Contrôle. Il va donner à Taremi qui va lui rendre. 2 secondes plus tard, il est déjà en course. Il est lancé vers le but. Vous voyez que Taremi et Correa, ces deux compères offensifs, partent tout de suite dans la profondeur. Et on le retrouve, regardez, 36 et 36, ça veut dire 8 secondes après avoir reçu le ballon devant la surface de l'Inter, il se retrouve devant la surface de Com en délivrant cette très bonne passe dans l'espace à Taremi qui ne conclura pas. Et vous voyez cette prise de vitesse comme cela de Zaleski, puisqu'il a de la course, il a de la vitesse, il sait passer son adversaire ou l'éviter. Et là, on l'a vu en seulement 8 secondes, donc créer complètement un désordre dans une équipe de Com, dont la grande force justement de l'équipe de Com, comme pas mal d'équipes qui peuvent parfois mettre en difficulté l'Inter, c'est de savoir presser haut, de venir mettre en difficulté l'adversaire. Et bien là, Zaleski avec contrôle, appui sur Taremi, reprise de la balle, accélération en 8 secondes. Donc il a complètement désorganisé l'équipe de Com et il a offert une balle de but très clairement. C'est ce genre de choses qui manquent souvent à l'Inter au milieu de terrain ou dans les joueurs comme ça, dans le cœur du jeu, puisque Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan n'ont pas forcément cette capacité-là sur quelques mètres comme cela de faire des différences. Et c'est la même chose pour Fratesi, puisque Fratesi pourrait être aussi utile dans un 3-4-2-1, mais avec des qualités complètement différentes, puisque Fratesi est bon lorsqu'il s'insère plutôt sans ballon. Il est bon pour venir en conclusion pour venir apporter le surnom. En revanche, pour ce qu'a fait Zaleski, non. Fratesi n'a pas cette conduite de balle, cette vitesse et ce pied. Donc, ce sont des joueurs vraiment différents et aussi différents de Correa qui, petite parenthèse, il partira, donc la vidéo n'est pas sur lui, mais lui aussi, que ce soit à Turin ou à Com, a fait 2 bons matchs dans ce rôle derrière un numéro 9. À venir entre les lignes, c'est un rôle qui lui convient beaucoup mieux et on l'a donc vu utile lors de ces matchs-là. Autre point, on va à Turin et on va au but avec cette balle qui arrive donc de Bastoni. Vous voyez avec Zaleski qui va sur la gauche. Je vous montre cette image, c'est encore plus clair. L'ouverture de Bastoni qui a l'œil, qui a le pied gauche et même s'il a fait un match à l'économie, voilà la classe de Bastoni qui ça peut sembler simple cette passe, mais il la met dans le bon tempo. Et Zaleski, lui qui est assez axial au moment du départ de l'action, va faire justement cet appel sur la gauche. Ginaitis qui le suit, le perd. Vous voyez devant, il y a aussi Dembélé qui était sur Carlos et du coup le perd. Ricci également qui dans une zone au milieu n'y est pas. Ces 3 joueurs-là pendant toute la première mi-temps lors de Torino Inter. Et puis j'y étais et j'étais vraiment concentré justement sur cette innovation tactique. Il a mis en crise le trio Dembélé, Ricci, Ginaitis. Il ne savait pas quoi faire avec Zaleski qui s'attendait à le voir mettre Zalès, s'est retrouvé dans ce rôle-là et il les a vraiment mis en difficulté. Donc Zaleski récupère le ballon et puis ensuite frappe du droit et vous en souvenez, but de Nicolas Zaleski, donc son premier but sous le maillot de l'Inter. Mais ce qui est vraiment intéressant, je vous le remets, c'est cet appel, cette capacité comme cela à venir prendre la profondeur. Et puis vous voyez aussi Zielinski et Aslani, je vous les ai aussi mis avec les noms car c'est l'autre évolution en fait de ce schéma tactique, c'est que l'Inter joue quasiment avec deux registi. C'était aussi le cas avec Aslani Çalhanoğlu contre Com. On aura l'occasion d'y revenir, mais du coup c'est un milieu de terrain où presque on inverse en quelque sorte la pointe. Ce n'est plus une pointe basse avec Çalhanoğlu comme les Gisa ou Aslani, mais avec une pointe un peu plus haute avec Zaleski donc qui vient un petit peu naviguer entre ce rôle de trequartista qu'il connaît et puis un petit peu ailier droite, un petit peu ailier gauche. Autre image, toujours sur Torino-Inter, qui était assez intéressante et qui, selon moi, n'a pas été assez pointée
du doigt. Regardez l'action qui amène au penalty. Zaleski est au début de l'action une nouvelle fois. Il s'appuie sur Federico Di Marco qui lui rend. Zaleski prend tout de suite la profondeur et voit l'appel de Taremi en première ligne. Il y a Correa qui vient aussi entre les lignes pour proposer une option entre les lignes d'appui. Zaleski va prendre le risque de faire cette passe dans la profondeur pour Taremi qui va réussir à la capter et derrière obtenir le penalty sur la sortie de Milinkovic-Savic. Mais là aussi, Zaleski qui au début donc s'appuie sur Di Marco et qui tout de suite part dans la profondeur. C'est cette qualité-là sur quelques mètres qui est intéressante du côté du jeune international polonais. Autre possibilité, là, dans un rôle trequartista, plus classique, où il a à sa droite Taremi, il a à côté Correa, et il a sur la gauche Di Marco. Il va faire le choix qui peut peut-être sembler plus difficile, celui de Federico Di Marco sur cette action, et permet donc à Di Marco de poursuivre l'action avec une frappe. Donc là aussi, le côté intéressant est bien de la vision de jeu de Nicolas Zaleski, qui certes parfois se précipite un peu, mais qui a aussi ce très bon coup d'œil, puisque, encore une fois, il va faire la bonne solution. Deux petites choses rapidement pour terminer cette vidéo rapide. Je voulais faire quelque chose de pas trop long, puis aussi préparer rapidement. Vous voyez, les screens sont assez sommaires. La frappe de l'extérieur de la surface, il y a eu le but contre le Torino. Il y a eu d'autres possibilités contre Comme, par exemple, juste avant de sortir, cette frappe du gauche de Zaleski, l'Inter qui frappe peu de l'extérieur de la surface. Lui, souvent, ose frapper, centrer, prendre des initiatives, quitte à rater. C'est aussi intéressant puisque pour réussir, il faut prendre le risque de rater. Donc, c'est une chose à noter. Et puis, autre chose, sans ballon, vous le voyez sur cette image, c'est Correa qui a la balle puisque les deux s'alternaient un petit peu, que ce soit à droite, à gauche. Parfois, ils se retrouvaient ensemble. Parfois, ils se retrouvaient ensemble aussi dans le cœur du jeu. Là, c'est Correa qui a donc le contrôle du ballon et du coup, aussi bien Taremi que lui partent en profondeur, alors Kaslani et Zielinski de leur côté restent plus bas pour proposer des solutions de transition à Correa. Donc là aussi, Zaleski qui va prendre l'information et voyant le bloc du Torino concentré sur Correa, va partir dans la profondeur. Donc ce sont toutes ces choses-là qui sont intéressantes dans ce rôle et qui changent encore une fois l'équilibre du milieu de l'Inter. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça crée des difficultés forcément pour les adversaires, puisque l'Inter, depuis 4 ans, a développé un plan de jeu assez clair et net, qui est connu, qui est travaillé, même s'il y a toujours, encore une fois, ces changements de position qui le rend assez difficile malgré tout à lire, mais il y a un socle assez clair, et surtout au niveau des qualités de l'effectif. Dumfries et Thuram, on en a souvent parlé, la profondeur, lorsqu'ils ne sont pas là, ça coupe la profondeur de l'équipe. Là, Zaleski apporte cette vitesse dans les petits espaces, ces accélérations, ces dribbles et des choses qui manquent parfois justement à l'Inter. Je ne fais pas tout cela pour dire qu'il faut jouer en 3-4-2-1, bien sûr. C'est pour vous dire que sur certains matchs, et surtout en cours de match, à l'heure de jeu, c'était aussi pour cela que je vous ai mis le 3-5-2, le 3-4-2 avec l'équipe type plus Zaleski pour vous dire 60e minute, le match est un peu fermé. Sortir au milieu, faire entrer Zaleski et juste en changeant un joueur, en fait, permettre de changer les équilibres de l'équipe, notamment en phase de possession et en phase de transition. Pour terminer justement au niveau des statistiques, pour vous montrer les zones dans lesquelles Nicolas Zaleski a joué ces deux rencontres. La première à gauche de l'écran contre le Torino et la deuxième contre Comme. Il a joué une fois 62 minutes, une fois 80 minutes. Et c'est la durée justement du 3-4-2 lorsqu'il est sorti, remplacé une fois par Calhanoglu, une fois par Topalovic. L'Inter est repassé dans un 3-5-2 plus classique. Vous voyez plutôt à gauche offensivement contre le Torino. En revanche, contre Comme, c'est vraiment un petit peu partout et peut-être même un peu plus à droite puisqu'il permutait souvent avec Correa. Et donc, vous le voyez droite-gauche et assez peu dans l'axe, mais aussi dans l'axe. C'est assez intéressant de voir cette heatmap donc, de Nicolas Zaleski. Et pour vous montrer encore une fois que par rapport à l'heatmap de la saison d'Hendrik Mkhitaryan, ça n'a rien à voir. Regardez ce que fait Zaleski, regardez ce que fait Mkhitaryan. Mkhitaryan, très clairement, mezzala gauche à couvrir toute cette zone gauche, aussi bien le côté défensif pour parfois combler les montées de Bastoni et de Di Marco, mais aussi tout le côté offensif, et puis en venant un petit peu axial, mais voilà, vraiment un travail limité. Et Barella, si vous prenez la sienne, c'est un petit peu la même chose du côté droit. Donc ce milieu, très clairement, avec les deux mezzales qui sont une à gauche, une à droite, qui font tout ce travail. Zaleski, lui, est un joueur qui beaucoup plus vient un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu dans l'axe, qui est beaucoup plus libre
eh bien de ces mouvements et venir encore une fois créer ce désordre en quelque sorte qui eh bien, est particulièrement intéressant. Et du coup, j'en ai déjà parlé il y a quelques minutes, le milieu de l'Inter qui devient avec deux registi en quelque sorte. Et vous voyez le premier match avec Aslani et Zelinski, vous voyez les zones dans lesquelles ils ont joué assez bas. Et pareil pour Aslani et Çalhanoğlu contre Com, pareil, à peu près les mêmes zones du terrain couvert, Çalhanoğlu un peu plus à droite, Aslani un peu plus à gauche, et qui se projetait un petit peu plus malgré tout que Çalhanoğlu lors du match contre Torino. Par contre, vraiment le même match, Aslani et Zelinski vraiment assez bloqués. Vous voyez aussi quelques petites statistiques qui peuvent être intéressantes, notamment au niveau des touchés de balles. Vous voyez Aslani qui à chaque fois touche plus de balles que son camarade. Alors, Çalhanoğlu n'a joué que 60 minutes, mais même au prorata du temps joué. Et un Aslani, du coup, que j'ai trouvé aussi intéressant lors de ces deux matchs-là. Et c'est une autre clé. Aslani, on en a souvent parlé, qui lors de certains matchs eh bien, a des difficultés là de se retrouver avec un autre joueur à côté de lui, un joueur qui a l'expérience et la qualité technique d'un Zelinski ou d'un Çalhanoğlu, eh bien, le décharge un petit peu d'une certaine responsabilité, surtout sans ballon, et du coup, il fait des matchs, selon moi, qui ont un petit peu plus de consistance, même si, encore une fois, ce sont contre deux équipes qui étaient sans enjeu, puisque les deux étaient déjà maintenus, donc il ne faut pas tirer non plus des leçons complètes de ces deux rencontres-là, mais ça permet eh bien, tout de même d'avoir quelques clés, de prendre quelques informations qui peuvent être étudiées en vue notamment de la saison prochaine, puisque Nicolas Zalewski, c'est en tout cas ce qui se dit, eh bien, pourrait rester à l'Inter, et donc eh bien, on pourrait se retrouver avec ces deux options, le classique 3-5-2 avec Oussama Mkhitaryan, on verra, puisque Suzic va arriver par exemple, enfin on verra comment le milieu va se façonner la saison prochaine. On verra aussi au niveau de l'entraîneur, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a toujours ces rumeurs sur l'avenir de Simone Inzaghi, donc on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Juste quelques petites stats aussi de Zalewski contre Com, juste pour vous dire qu'il a touché 53 ballons, dont 16 dans le 3/4 adverse offensif. Le numéro 1 de l'Inter dans ce domaine-là. Il a touché 29 ballons dans le 3/4 central du terrain. Donc, ça montre son influence aussi bien au niveau du milieu du terrain que dans le 3/4 offensif. Et puis, il a aussi touché de ballons dans la surface adverse. Et puis, au niveau défensif, tout de même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, 3 tacles tout de même, dont 2 gagnés. C'est le plus haut chiffre également au niveau de l'Inter. Donc voilà, pour dire aussi qu'il vient malgré tout au pressing, qu'il vient tacler. Et d'ailleurs, dans ce rôle-là, puisqu'il revient vraiment au milieu de terrain en phase défensive, il fait beaucoup de courses en arrière pour venir compenser. Et du coup, c'est vrai qu'il a joué une fois 60, une fois 80 minutes. À chaque fois, il est sorti cuit, parce que c'est un rôle comme ça hybride qui demande beaucoup d'efforts. Et en plus, comme il n'a pas forcément eu un gros temps de jeu ces derniers mois, il n'a pas un grand rythme, donc forcément, il a aussi souffert physiquement. Mais c'est vrai que c'est un rôle qui demande beaucoup, puisqu'il est assez hybride, à beaucoup se déplacer. Et puis, dernière petite statistique tout de même, de dribbles, tenté de dribbles réussis également contre Com. Toute l'équipe de l'Inter, c'est 6 dribbles tentés, 6 dribbles réussis sur les 10 tentés. Donc, ça veut dire que sans lui, ça veut dire 4 dribbles réussis sur 8 tentés. Donc là aussi, un joueur qui dribble, oui, un joueur qui dribble, ça peut changer tout. C'est une option plutôt intéressante. Est-ce que ce rôle-là pourrait aller à un Luis Enrique qui est annoncé avec insistance du côté de l'Inter comme vice Dumfries, donc doublure de Dumfries comme piston droit, et qui a une formation d'ailier gauche? Selon moi, oui. Alors, des caractéristiques différentes de Zalewski, bien sûr, mais dans un 3-4-2-1 avec Dumfries et Luis Enrique, pour moi, c'est aussi une possibilité. Bon, ça, on va un petit peu trop loin puisqu'il n'est pas encore arrivé, le Brésilien de l'Olympique de Marseille. On parle en tout cas d'une arrivée pour le mondial des clubs qui commence donc à la mi-juin. Et cette fenêtre de mercato entre le 1er et le 10 juin, on parle de 25 millions d'euros, bonus compris, on verra. Mais là aussi, ça peut être une option effectivement pour créer quelque chose de différent. En tout cas, c'est une certitude. L'Inter, la saison prochaine, si Simone Inzaghi reste, devra s'appuyer selon moi sur le 3-5-2 bien sûr, mais aura besoin vraiment d'un plan B structuré et non pas le 3-4-3 qu'on a vu parfois sur des bouts de match. Je me souviens à Gênes lors de la première journée, ou encore c'était, je crois, contre la Fiorentina, me semble-t-il, à balancer un petit peu des joueurs.
et dire on verra avec Taremi ou Arnautovic en plus de Lautaro ou Thuram, afin de mettre des vrais, on va dire, attaquants tous à la ligne de 3 comme ça ne marchait pas, puisqu'il manquait très clairement justement les circuits de passe que peuvent créer un joueur comme Zalewski. Surtout, il manquait des repères collectifs, puisqu'il a forcément l'utilité, le besoin de travailler cela. Et ce sera forcément l'occasion de l'intersaison, même s'il sera courte du côté de l'Inter mondial des clubs, oblige. 20 minutes de vidéo, c'était un plaisir. Abonnez-vous au canal de Cédric, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Commentaire aussi, vous en pensez quoi de Zalewski? Est-ce qu'il faut l'acheter? On parle de 6 millions d'euros, à peu près l'option d'achat. Bon, il y aura les retours de Buchanan notamment, donc à voir comment ils vont gérer tout cela. Mais voilà, est-ce qu'il faut l'acheter? Pour moi, c'est un grand oui, puisqu'il fallait déjà le prendre il y a 1 an à peu près. J'étais un grand, un fervent supporter de son arrivée, même qu'il y ait les rumeurs. J'en ai parlé sûrement dans les vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Bon, il y avait 2 joueurs qui étaient en marge dans 2 grands clubs italiens qu'il fallait donner à Simone Inzaghi. C'était Nicolas Zalewski pour être justement en piston, voire un rôle de trequartista comme il savait le faire lors de sa formation. Et Giacomo Raspadori du Napoli, pareil, un deuxième attaquant, venir entre les lignes. Pour moi, ce serait parfait dans un quatuor d'attaquants. Lautaro Thuram plus Raspadori et un 4e, je vous laisse le choisir. Pour moi, ce serait parfait. Compliqué sûrement a priori. En tout cas, on verra ce qui se passera cet été. Mais Zalewski, pour moi, est à acheter, surtout à ce prix-là, dans un effectif de 25 joueurs. Pour moi, il est utile. J'ai essayé de vous le montrer lors de cette vidéo. Je vous l'ai dit, abonnement, commentaire, un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour parler de la finale PSG Inter, faire le bilan de la saison des Nerazzurri, et puis d'autres contenus. Si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas. Dernier petit mot hors sujet, si vous venez à Milan, normalement il y aura bel et bien l'écran géant à San Siro avec vente des billets. Je ne connais pas encore les prix, il devrait sortir en ce début de semaine. Restez connectés aussi sur les réseaux, bien sûr, de l'Inter, et puis même sur nos réseaux sociaux, les miens ou ceux de Canal Inter, on vous en parlera. Et puis, il y a d'autres lieux également dans Milan, l'Idro Scalo, par exemple, il y aura un écran géant avec des concerts avant et un after. Plusieurs bars aussi ont prévu, ou des écrans, en tout cas grands, sur des terrasses et compagnie. Donc voilà, il y aura la possibilité pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Munich, mais qui ont tout de même envie de vivre cette finale, avec les Fratelli Nerazzurri. Il y aura la possibilité, bien sûr, à Milan, un petit peu partout dans la ville. Très, très bonne semaine, puisque l'on est dimanche lorsque j'enregistre, donc vous la regarderez dans cette semaine. Donc très bonne dernière semaine du mois de mai. Ciao, ciao.